Le développement back-end de notre application de rencontre Boom Boom est désormais terminé. La team front-end est dans les starting blocks pour commencer le développement de leur côté, mais ça serait très pratique pour eux qu'on leur mette en ligne le back-end pour leur faciliter la tâche et pour pas qu'ils aient à l'installer eux-mêmes sur leur propre machine, etc. Dans le web, mettre en ligne quelque chose, on appelle ça un déploiement. Et les déploiements, vous allez voir que ça peut être d'une complexité sans nom. Il y a des tonnes de considérations qui rentrent en jeu, et c'est pas pour rien que ça a donné naissance à un métier à part entière qu'on appelle le DevOps. Dans cette série de vidéos sur l'application de rencontre Boom Boom, je vous ai promis que je vous montrerai toutes les étapes de fabrication de A à Z. Aujourd'hui, on s'attarde sur la partie déploiement, et même si d'ordinaire sur la chaîne je rentre que rarement dans la technique, aujourd'hui ça me semble très compliqué de m'y tenir tant le sujet est complexe. Maintenant, le rôle d'un CEO n'étant de pas aller trop loin dans la technique, je laisserai aujourd'hui souvent la parole à mon CTO, Romain Lance, dont l'éloquence n'a d'égal que son talent. C'est un trait de ton caractère, ça, non, ce sourire? Ouais, tout le temps. Bon, là, il y a la moustache qui pousse, on le voit plus trop, mais il est présent quand même. La moustache qui guide push. Mesdames et messieurs, installez-vous bien, on va parler de déploiement. En début de vidéo, on va tenter de vulgariser un petit peu les choses avant de rentrer plus profondément dans la technique. Donc, commençons par le nez au milieu du visage. C'est quoi un déploiement? En fait, en gros, quand on travaille sur un projet, en général, tu vas travailler sur ta machine à toi en local et il n'y a que toi qui as accès. Sauf que le but d'un projet, en fait, la finalité, c'est quand même de le mettre en ligne, le mettre ouvert au monde entier. Et le concept de déployer, eh ben, c'est qu'on va simplement mettre ce projet en ligne. Alors, il y a plusieurs moyens de déployer. On peut même le faire sur sa propre machine. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas envie que mon PC tourne H24. Donc, on utilise généralement des choses externes et on verra ça par la suite. Et oui, et si tu mets pas en ligne quelque chose, il y aura des erreurs 404 tout simplement pour ceux qui se pointeront sur ton service. On a vu qu'un déploiement, ça consiste à envoyer votre code quelque part pour le faire tourner afin qu'il soit accessible en ligne. Maintenant, ce quelque part, ça peut prendre différentes formes. Ce quelque part, c'est quelque chose qu'on appelle un host, et un host, ça fait de l'hosting. Bon, et bien voyons maintenant les différents types d'hosting possibles. Du coup, vu que tu veux pas le faire tourner chez toi, en fait, il faut trouver un endroit où le faire tourner. Et il y a différents endroits où tu peux faire tourner ton code. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire tourner ton code, hein. On peut imaginer si tu as un site en React, c'est ce qu'on appelle des sites statiques. C'est-à-dire que le code est exécuté sur le client. Donc toi, ce que tu as besoin de stocker, c'est juste des fichiers, des images et rien qui ait besoin d'être exécuté. Okay. Donc tous ces différents types de hosting, tu as les plus simples, c'est les hostings qu'on appelle managés. C'est en gros... Toi, tu gères rien. C'est vraiment, tu fais 3 clics, tu as ton serveur qui est soit lancé, soit même pas. Des fois, tu vois même pas que c'est un serveur, c'est un peu le serverless. Tu vois, Vercel fait ça. Si tu connais Vercel, tu envoies ton code, eux, ils s'occupent de tout. Ils te déploient ton code, ils te font toute l'infrastructure et tu n'as rien besoin de t'occuper en fait. Et ce qui t'enlève tout le stress de devoir gérer tes propres serveurs, les mettre à jour, les sécuriser, etc. Ouais. etc. Après, généralement, tu n'amènes que des avantages là, tu vois, mais le problème, c'est que ça a un coût. Et c'est peut-être des fois gratuit au début, mais si tu commences à avoir un peu de gens qui visitent ton truc, ça va directement monter dans les coûts et assez cher. Et tu es aussi très limité. En fait, tu te bloques à ce que tu utilises. Tu vois. Si tu utilises Vercel, le jour où tu veux sortir de Vercel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est pour les managers. Après, les plus connus, on va dire, c'est les VPS. Les VPS, concrètement, c'est un gros serveur qui est virtualisé. Il crée des petits serveurs dans un gros serveur. Et toi, tu as accès à un de ces petits serveurs. Et c'est à toi de te taper toute la sécurité, tous les pare-feux, tous les machins, les updates et faire en sorte que ton truc soit pas vulnérable, ce qui peut être un peu délicat. C'est ça, exactement. Ça peut être délicat parce que aussi, sur Vercel, tu vois, tu mets en ligne ton app, et puis tu te frottes les mains, et puis eux, ils s'occupent du reste. Là, imagine, tu as Ubuntu, une nouvelle version qui sort, tu dois te taper la mise à jour sur ton serveur. C'est pas, c'est quand même du stress peut-être que tu pourrais t'éviter ou pas, ça dépend. Ok, c'est bien cool cet embarras du choix, mais nous, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors nous, on va utiliser un serveur VPS offert par Hostinger, et dessus, on va tout simplement installer Docker et tout faire tourner dans Docker, parce que selon moi, ça va être la solution la plus simple pour qu'on soit confortable dans le futur, au cas où s'il y a des choses qui arrivent, et qu'on ne soit pas bloqué en fait par quelque chose qui pourrait arriver, quoi. Et ce que tu sous-entends par des choses qui arrivent, c'est si jamais c'est succès absolu, qu'on a plein d'utilisateurs et qu'on a besoin d'augmenter la puissance des machines. Bref, c'est ça les choses qui pourraient arriver dans le futur. Exactement. J'aime bien. Et pourquoi on a pris Hostinger? C'est parce que Hostinger est le sponsor de cette vidéo. Merci à eux, c'est des grands beaux gosses, je vous présente ça tout de suite. Hostinger, c'est la solution si vous cherchez un hébergement web fiable et abordable. Peu importe la complexité de votre projet, Hostinger saura vous proposer une offre qui vous satisfera à des prix très bas. En particulier sur cette période de Black Friday, où toutes les offres sont à des prix
complètement dérisoire. J'adore Hostinger pour la qualité du service qu'ils proposent et qui se retrouve jusqu'à dans leurs interfaces. Par des formations professionnelles, vous savez à quel point je suis sensible aux bonnes UX et aux interfaces de qualité. Si je sais tout ça et que je vous dis ça avec autant de confiance, c'est que j'utilise moi-même leurs services et j'ai souscrit à 2 types d'offres en particulier. Pour mes projets les plus simples pour lesquels j'ai juste à mettre mes fichiers compilés en ligne, j'ai choisi l'offre premium Web Hosting qui me permet d'héberger jusqu'à 100 sites différents et qui inclut un nom de domaine offert, la possibilité de créer des bases de données et aussi la possibilité ultra simple et gratuite de migrer votre site d'un autre hébergeur web vers Hostinger. Très pratique. Tout ça pour 1,99€ par mois seulement si vous engagez sur 48 mois. Franchement, c'est imbattable. Pour les projets un peu plus complexes, comme Boom Boom, pour lequel on a un petit peu plus de configuration à faire, comme on va le voir dans cette vidéo, nous avons pris un VPS KVM à 6,50€ par mois, et ça nous permet d'être complètement libre de mouvement et de mettre en place ce processus de déploiement qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Hostinger nous laisse installer exactement ce que l'on veut sur notre serveur et nous facilite énormément d'étapes avec son processus d'installation simplifié depuis le panel d'administration du serveur. J'ai avec Hostinger une super relation, ils sont toujours chauds pour me suivre sur mes idées les plus loufoques, d'ailleurs vous les avez vus en partenariat de nombreuses autres vidéos de la chaîne, leur personnel est ultra gentil, ultra cool, moi c'est vraiment un bonheur de bosser avec eux, donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous partager leurs offres et leurs produits que je trouve très cool. Pour ne rien gâter, en utilisant mon code promo BenjaminCode, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 10%, alors n'attendez plus, rendez-vous sur Hostinger et commencez à construire votre présence en ligne dès aujourd'hui. Allez, ça y est, on a notre machine, on retourne à notre développement hyper complexe, vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, certes, maintenant, on a la machine sur laquelle on va pouvoir envoyer notre code, on va pouvoir faire notre déploiement. Mais, faire un déploiement, c'est pas que le où, c'est aussi le comment. Comment on va déployer tout ça? Les choix sont nombreux, et une fois de plus, laissez-nous vous présenter tout ça avec la même joie de vivre qui anime chaque instant de notre existence. C'est fou, quand c'est pas moi qui m'occupe de la technique dans une vidéo, j'ai des envolées lyriques comme ça. C'est ça le métier de CIO? Quel bonheur. Envoyer votre application en ligne peut se faire de plusieurs façons qui ont toutes des avantages et des inconvénients. C'est une question de dosage et d'estimation de votre besoin. Allez, voyons voir rapidement quelques-unes des méthodes possibles. La plus simple, à nouveau, c'est un système un peu managé. Par exemple, il y a CloudPanel qui est installé de base sur les VPS de Hostinger, ou tu Ouais. as aussi des cPanel ou tout autre panel assez connu qui, en fait, te permet d'avoir une interface graphique d'accès à ta machine et en quelques clics, tu crées des utilisateurs, tu crées une database, ton application, tu déploies et autres. Nous ici, on veut faire un truc un peu plus beau gosse, un peu plus balèze, un peu plus genre professional. On va te laisser la parole pour nous expliquer tout ça. Yes, bien sûr. Voilà, deuxième solution, ça ce sont beaucoup de gens font, c'est à la mano. C'est genre ils vont sur le serveur, ils installent tout ce qu'ils ont besoin, le web server, le Node, leur base de données, et ils y vont à la mano. Le problème de ça, selon moi, c'est que ça amène à beaucoup d'erreurs possibles, vu que tu fais beaucoup d'étapes toi-même. Ouais. Et en plus, tu as beaucoup de choses installées en direct sur ta machine. Là, on n'a pas vraiment parlé durant toutes les autres vidéos, mais c'est un problème de sécurité et qui donne par exemple un accès direct à ton serveur. Si tu as ton code en direct sur ton serveur, tu es un peu dans la mouise. Surtout si tu as d'autres projets qui tournent sur le même serveur, tu vois, c'est pas encapsulé, isolé. C'est Donc vrai. ça, c'est un peu une solution de facilité que beaucoup de gens font, qui marche, hein, on va pas se le cacher, ça marche. Mais selon moi, c'est pas ce que je ferais. C'est pour Ouais. ça que dans notre projet, on a décidé d'utiliser Docker pour justement déployer notre application. Wow. Docker, ça y est, on a dit le gros mot. On vient d'évoquer l'un des piliers du web moderne. Et je suis sûr que même si vous captez pas trop à quoi ça sert, vous en avez déjà entendu parler. Voyons voir ce que Romain peut nous en dire. Je vais essayer d'expliquer ça d'une manière très grossière. Donc, les puristes ne m'en voulaient pas, bien évidemment. Il faut imaginer ça vraiment comme une boîte, en fait. Et dans cette boîte, tu vas y mettre ton code, ton application. Et le but, c'est que dans cette boîte, tu vas y mettre aussi tout ce qui est nécessaire pour que ton application, elle tourne. Et après, tu as ta petite boîte, hein, ton container, comme on dit via Docker. Et cette petite boîte, tu peux la donner à n'importe qui sait gérer une petite boîte comme ça. Et il va réussir à lancer ton application et la faire tourner. Et elle est encapsulée dans cette petite boîte. C'est-à-dire que si quelqu'un a accès, il va jamais sortir de cette petite boîte. Et donc nous, nos VPS, on va pouvoir leur dire, tu prends cette petite boîte, tu la fais fonctionner. C'est et ça. tout notre écosystème sera contenu dans cette petite boîte. Et donc ça sera facile à lancer et facile à installer finalement, vu qu'on prend la boîte et on la lance. Exactement. En fait, le concept vraiment de Docker, entre guillemets, c'est que ça tourne pareil n'importe où. Parce que c'est la même petite boîte qui tourne sur ta machine à local ou qui tourne sur le VPS d'Hostinger. Le fait que ça marche pareil en local que sur le serveur, quel bonheur. Parce que souvent, tu as des surprises. Tu travailles en localhost, tu es content, etc. Sur ta machine, ça se passe bien. Et quand on voit sur le serveur, justement, pour peu qu'ils n'ont pas exactement la même version de Node, pour peu qu'ils n'aient pas la même version de ci ou ça mise à jour, que la configuration NGX soit différente ou quoi que ce soit, tu te retrouves avec des galères de merde que tu n'as jamais demandé
Et tu as envie de te débarrasser de cette sorte de friction du passage entre le local et la prod. Donc du coup, Docker permet de s'abstraire de tout ça. Exactement. Et l'erreur la plus connue dans ce que tu dis de ça marche en local, enfin sur ma machine, mais pas sur les serveurs, c'est que Linux est un OS qui est sensible à la casse, donc aux majuscules et minuscules dans les noms Mhm. de fichiers, ce qui n'est pas le cas de Windows ni de macOS de base. Donc à D'accord. tout moment, toi, ton code, il fonctionne très bien, sauf que tu Ouais. as une majuscule ou une minuscule de différente à un endroit, et ça pète en prod et tu sais pas pourquoi. Bah ça, mon grand frère, tiens, Cyril, si tu regardes cette vidéo, tu pourras dire dans les commentaires que ça t'est arrivé sur ton premier site. Tu pourras le dire. C'est vrai? Ouais, ouais, des trucs écrits en majuscule et tout. Mais pourquoi ça marche pas? J'ai fait, regarde, tête molle, tu vois pas que c'est différent? Tu vois pas qu'il y a un M majuscule ici? Non, voilà, donc, mais ça lui parlera cette anecdote. Et je pense que ça parlera à bon nombre des abonnés de cette chaîne, qui sont tous passés par là. Enfin, on est tous passés par cette erreur au tout début de nos carrières. C'est un Complètement. classique. Bah, c'est un classique. Maintenant, utiliser Docker, c'est bien, mais ça implique d'ajouter à nos projets ce qu'on appelle une dockerisation. Derrière ce mot un peu barbare, je vous l'accorde, rien de bien complexe. Le back-end, là, le freelance, il a déjà travaillé sur Docker ou non? Tu l'as fait faire sa Non, mission? pas du tout. Ok, Le freelance, il a travaillé sur l'app telle quelle, il a envoyé le code tel quel et c'est moi qui vais devoir dockeriser l'application. Donc quand je dis dockeriser, en fait, c'est créer un fichier qui va définir comment j'aimerais que ma boîte soit construite, tout simplement. d'accord. Et basiquement, pour une application Node, hein, c'est juste lui dire, ben, copie-moi le package.json, installe-moi les dépendances, build-moi le projet, et après, ben, tu sers l'application sur le port 3000, par exemple, et tu la lances via npm run start. Donc c'est vraiment un petit script qui fait aller à tout péter 15 lignes, qui lui Ouais. définit comment je veux que mon application tourne, fonctionne et de quoi elle a besoin pour tourner. Et après, tu peux construire cette petite boîte et la lancer où tu veux. De quoi elle a besoin pour tourner? C'est quelle version de Node? C'est Ouais, c'est tout ça. c'est ça, D'accord. exactement. Ce qui te permet du coup d'avoir 3-4 projets sur le même serveur avec des versions de Node différentes aussi. Ce qui n'est pas forcément facile à faire si tu le faisais à la mano en direct sur ta machine. Donc tu vas dockeriser cette app. Ensuite, quand on aura le front-end, il faudra aussi que tu dockerises le front-end, mais dans la même boîte, ou alors tu vas avoir deux boîtes séparées? Alors là, je vais avoir 2 boîtes séparées parce que Ok, c'est vraiment pour moi, c'est une boîte, une application. Après, d'accord. je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas, il y a des gens qui peuvent créer des boîtes un peu plus grosses ou autres. Mais c'est plus simple parce que si, on met à jour le back-end, il y a pas de raison qu'on mette à jour le front-end en même temps. Parce que quand D'accord. on va mettre à jour sur le serveur après coup, on va mettre à jour cette boîte en fait D'accord. et concrètement, ben, moi, je veux mettre à jour que certaines parties de mon application. Notre backend a donc été dockerisé par Romain et vous pourrez retrouver cette dockerisation sur le repository du projet qu'on vous met en open source. Rappelez-vous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, que vous puissiez avoir les codes sources à disposition pour pouvoir progresser un maximum possible. Et donc, si vous voulez voir en quoi consiste cette dockerisation, vous avez le fichier Dockerfile dans lequel vous avez tout ça. Et vous avez aussi un autre dossier qui s'appelle compose.yaml dans lequel vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire tourner le projet en local pendant que vous développez tout ça. En tout cas, maintenant qu'on a tout ça en place, qu'on sait où on déploie et de quelle manière, on aimerait bien ne pas avoir à faire les actions nécessaires au déploiement à la main à chaque fois qu'il y a une mise à jour du projet. On aimerait d'ailleurs bien que le projet se déploie automatiquement chaque fois qu'on met à jour le repository, qui est une petite mise à jour sur la branche main par exemple. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Quand tu dis justement mettre à jour ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire à la main, c'est pas un truc qu'on va vouloir cliquer sur un bouton en mode mettre à jour ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on aimerait concrètement, c'est ce que tu trouves dans tous les flows de production en général, c'est que quand tu as un push sur une de tes branches en particulier de ton GitHub, donc sur la branche main par exemple, tu as envie que ça remplace la boîte existante par la nouvelle en gros. C'est ça que... C'est exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque push sur main, on va avoir la CI de GitHub, donc GitHub Actions, qui va lancer les tests. En l'occurrence, il n'y en a pas dans ce projet, donc voilà. Et qui va construire un container, en fait, suivant notre description. Et après, le publier sur le repository, parce que comme pour NPM avec tes packages Node, tu as un repository Docker avec des packages Docker. Et il D'accord. va le pousser sur le repository de GitHub, où il n'y a que toi qui as accès. Comme ça, il n'y a personne d'autre qui peut aller télécharger tes images. Et D'accord. après, on aura le GitHub Action à nouveau, mais en plus en version CD, Continuous Delivery, qui va aller se connecter sur notre hôte et lui dire bah, mets-moi à jour cette image. Et après, ben, il y a tout qui est géré par Docker, en l'occurrence Docker Swarm, et qui Ah va oui. mettre à jour notre image. Ah oui, mets-moi à jour cette image parce que en fait, notre CI, elle va mettre à jour l'image sur le registry. Exactement. Et donc Et après, après, l'autre, il a juste à faire un npm pull, enfin un git pull, c'est mais ça.
Ok. Bah, c'est exactement la commande, c'est pull en fait. Il va télécharger la nouvelle image, lancer le container et après, ben, on a un load balancing avec du zero downtime pour s'assurer que, la nouvelle image est prête, elle Ouais. fonctionne aussi parce qu'à Oui. tout moment elle fonctionne pas Ouais. et une fois que c'est prêt, il tue l'ancienne, il redirige le trafic et c'est en prod. Voilà pour la théorie. On va utiliser les actions GitHub pour automatiser tout ça. Dans le repository, vous trouverez la configuration de notre action dans le dossier .github.workflows et c'est pas une décision arbitraire de notre part. C'est juste la convention GitHub, c'est l'endroit où vous devez mettre vos actions pour que le repo les détecte et les exécute si besoin. Avec ces actions, vous pouvez faire tellement de choses. Nous, on va s'en servir pour fabriquer l'image Docker de notre projet et de l'uploader sur le registry de GitHub. Une fois cela fait avec succès, nous nous connectons à notre serveur en SSH pour tout simplement dire au serveur de mettre à jour sa version de l'image Docker de notre projet. Et voilà. Normalement, vous pouvez aussi lancer des tests, etc. Sauf que nous, on n'a pas de test pour ce projet parce qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Et oui, c'est une startup, on n'a pas toujours tout fait dans toutes les règles de l'art. Et donc oui, on n'a pas de test dans ce projet, mais c'est important d'en avoir et c'est là que vous voulez lancer de manière générale. Maintenant, mettre à jour l'image de notre boîte Docker comme ça sur le serveur, c'est pas suffisant. Il y a un petit peu de magie qui va se passer pour que ça se passe bien. Et cette magie, ça porte le nom de l'orchestration. Et on voit ça tout de suite. Alors du coup, on utilise un orchestrateur de container, c'est le terme technique. Beaucoup de gens connaissent Kubernetes, K8s ou K3s, qui est la version plus petite faite par Google NC, qui est très connu dans le monde professionnel parce que c'est open source. Moi, j'ai décidé d'utiliser plutôt Docker Swarm, qui est certes beaucoup plus fermé parce que c'est pas open source, mais qui est beaucoup plus simple d'utilisation en fait. Et cet orchestrateur, c'est lui où tu vas lui dire, basiquement, j'ai envie que mon application, elle ait 10 réplicas, donc ça veut dire 10 fois, elle tourne 10 fois sur le serveur, et après il dispatche le trafic entre les 10 par exemple, ou c'est lui, tu lui dis mets-moi à jour ce service, cette application, et il s'occupe de tout seul. C'est le concept des orchestrateurs. D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir 10 réplicas sur le même serveur? Ouais, bah en fait, tu peux avoir une app qui est lente, mais pas parce qu'elle est CPU bound, donc c'est un problème de CPU ou un problème de mémoire ou autre. C'est juste qu'il y a peut-être un truc qui est lent et tu pourrais avoir l'utilité. Ça se fait moins en Node parce qu'on a un système d'event loop ou autre, mais tu peux avoir l'utilité d'avoir plusieurs instances. C'est ce qui se fait énormément en PHP en fait. C'est un peu D'accord. natif avec FPM parce qu'en PHP, il faut savoir qu'une requête arrive, en fait, ça bloque tout. Tu peux pas avoir deux requêtes en même temps sur un Hmm. process PHP. Et du coup, ils ont généralement 100, 200 process PHP qui tournent en même temps pour pouvoir Ok. répondre à plus de trafic. Donc ça peut être utile à ce niveau-là. On a donc les orchestrateurs qui se chargent de dispatcher nos petites boîtes Docker comme ça sur différents serveurs éventuellement, en fonction de nos besoins, et faire tout un tas d'autres trucs stylés le jour où notre application connaît un tel succès qu'il faut augmenter la ressource disponible. En fin de vidéo, on reviendra sur cette éventualité où l'application Boom Boom rencontre un tel succès qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour pas que le serveur tombe et que l'application ne soit plus disponible. Mais malgré les orchestrateurs, il nous manque encore une dernière étape pour que notre application soit disponible en ligne. Quand je vous disais que le DevOps est technique et que cette vidéo allait l'être un petit peu plus que d'habitude, je vous mentais pas. Ce qui nous manque en gros, ça va être un petit système de routing qui va connecter les requêtes qui arrivent sur le serveur depuis certains noms de domaine vers nos petites boîtes Docker. Mais comme d'hab, pour avoir des explications plus claires et un peu moins imagées et un peu moins poétiques, je laisse Romain reprendre la parole. Sur le serveur, la première chose qu'on va faire, hormis le mettre à jour bien évidemment, c'est installer Docker, qui va nous permettre de lancer ces containers. Mais après, on peut lancer un container, mais comment ça fonctionne derrière? En gros, il nous faut ce qu'on appelle un reverse proxy, un web server. Beaucoup de gens connaissent Apache ou Nginx ou Kadi par exemple. Enfin, c'est des noms super connus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un serveur, tu peux avoir qu'une seule application qui écoute sur un port donné. Et le web, ça tourne sur deux ports, qui est le 80 et le 443. C'est les Ok. deux ports utilisés pour le web. Donc tu peux pas, enfin tu pourrais lancer ton app Node ou je ne sais quoi sur le port 80 et ça fonctionnerait très bien. Mais le problème, c'est que tu veux peut-être avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 applications sur ton même serveur et elles ne peuvent pas tout écouter sur le port 80, tu vois, c'est C'est vrai, problématique. c'est vrai, c'est Et vrai. c'est là où, en fait, le reverse proxy, le web server, entre en jeu. C'est lui qui va écouter sur le port 80 et qui va après rediriger les requêtes qu'il a reçues au bon service, bon application, bon process, tu utilises le terme que tu veux, par rapport au nom de domaine. Par exemple, youtube.com, ça pointe sur le serveur XYZ et en interne, ben, ils ont certainement des milliers de serveurs et ça pointe au bon endroit. D'accord, ok. C'est comme quand tu as un nom de domaine qui pointe sur ton serveur, voilà, ça va pointer dessus grâce au port 80, et après ton serveur, lui, il va savoir qu'on est rentré chez lui avec ce nom de domaine-là, et du coup, il va pouvoir
associer ce nom de domaine-là à notre image Docker qui tourne quelque part. Et on va dire toc toc, ce nom de domaine a tapé à la porte, maintenant délivre-lui ce qu'il demande, quoi. Ouais, tu peux imaginer ça comme en DNS interne au serveur, quoi. C'est exactement ça. Et pour le coup, nous, on va utiliser Traffic qui se va super bien avec Docker, en fait. Et avec Traffic, en fait, ce qui est génial, c'est que il va lire automatiquement les labels que tu peux assigner à un container. C'est-à-dire que ton container, tu peux lui assigner des labels comme quand tu déménages, tu marques ça c'est la cuisine, ça c'est mon bureau, etc. Et tu peux y mettre des données intéressantes dedans. Par exemple, tu peux lui dire ce container-là, j'aimerais qu'on l'appelle que quand on va sur boomboom.io. Et Traffic, lui, eh ben, il fait le routing automatiquement juste avec ses labels. Donc ça t'évite d'aller taper dans le code tes petites lignes de commande en disant OK, ben, si une requête arrive pour boomboom.io, je veux que tu es dans localhost 2.6000 et c'est ce que les gens font d'habitude avec Nginx ou à la mano. Et avec Traffic, tout ça est automatisé. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne très bien sur un serveur ou sur plusieurs serveurs. Ça aussi, c'est génial. Tu peux vraiment avoir en fait un nœud de serveurs, enfin plusieurs serveurs qu'on appelle des nœuds, et avoir un cluster de serveurs après, et ça fonctionnera très très bien. C'est bon, avec tout ça, notre application devrait enfin être disponible en ligne, tout automatisé, avec des possibilités de modulation infinie grâce à Docker Swarm et Traffic. Est-ce qu'on est prêt pour autant à encaisser de grosses vagues de buzz avec Boom Boom? Qu'est-ce qui va se passer si des millions de gens se mettent à utiliser l'application en même temps pour trouver leur âme sœur? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie, que j'ai sobrement intitulée « Si Boom Boom pète ». Quand on commence à avoir beaucoup de succès, qu'on a beaucoup de gens qui tapent à la porte de Boom Boom, que ça marche, que tout le monde s'arrache, on a besoin d'avoir plus de puissance. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un scale horizontal, on va dupliquer le nombre de machines qui sont disponibles. Mais alors là, comment ça va se passer? On aura plein de machines, mais comment les images vont tourner où, quoi, comment, et comment le flux va être distribué entre les différentes machines? Avec Docker Swarm, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir scale facilement et même automatiquement. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu vois que ton serveur il est un peu sous l'eau, à tout moment, chez Hostinger, on va lui acheter soit un VPS plus haut, soit même le même VPS, ça peut suffire suivant la charge que tu dois avoir gérée. On va l'ajouter à notre cluster de serveurs. Donc pour moi, on n'en a que un, mais on peut en avoir deux, trois, quatre, ça change rien. Et après, on va taper en une ligne de commande, vraiment, on va dire, écoute, boum boum, j'aimerais que tu me le lances 3 fois, par exemple. Et lui va le lancer sur les serveurs, les deux serveurs, et après faire du load balancing entre les deux instances pour pouvoir gérer la charge. Donc c'est ça qui va nous permettre d'être un peu future-proof, c'est que facilement, vraiment en quelques lignes de commande, on va pouvoir gérer la charge. C'est trop bien. Et ça, sur chaque nouveau serveur qu'on achète, on a juste à installer Docker. C'est quasi tout, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment tout est cloisonné dans des petits containers et il suffit juste d'installer Docker sur ta machine et après tu l'ajoutes dans ton nœud et tout est géré par ton orchestrateur. Ouais, ça fait plaisir. Si vous aimez cette personne qui nous parle depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à le rejoindre sur son Twitter. Oh putain, je la refais parce qu'elle était dégueulasse. Romain Lance est le meilleur CTO de ma carrière de CEO. C'est beau, c'est beau. Je sais pas comment je dois le prendre, parce que je suis aussi le seul et unique, donc en même temps je suis le pire. J'espère que vous allez le suivre sur ses réseaux sociaux pour sa gentillesse, son éloquence, mais surtout son infaillible compétence. Merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le Black Friday qui arrive avec toutes les offres incroyables. C'était Benjamin Code, CEO de la startup Boom Boom. Ciao!